Du coup, on est repassé au-dessus des 100K. Voilà, je vous rappelais la semaine dernière, on avait parlé du range. Donc, Mm. on est toujours dans le range pour l'instant. On a fait la petite mèche en dessous du range que j'avais évoqué pendant le live de la semaine dernière. On n'est pas allé vraiment bien profond. On s'est arrêté à 89 000 $. Je m'attendais perso à ce qu'on ait plus de douleur, donc qu'on aille soit plus loin, soit qu'on reste un petit peu plus longtemps dans cette zone-là pour vraiment faire capituler un maximum de gens. Néanmoins, on a vu quand même que beaucoup de gens sont passés extrêmement bearish sur cette mèche et notamment sur les marchés dérivés. Il y a eu une très forte augmentation de l'open interest au moment de la baisse et avec des fundings qui sont passés négatifs, ce qui fait que les gens ont vraiment porté en fait ce support. Au final, le support a tenu et on est remonté, on a squeeze tout le monde et on a réussi à revenir directement sur les 100K et même à clôturer au-dessus des 100K aujourd'hui. Donc bon, on est en train de consolider. La vérité, c'est que c'est certes pas hyper rassurant de voir qu'on rejette les 100 000 $. Néanmoins, la journée ne fait que commencer. On va avoir la session américaine cet après-midi. On a eu des super nouvelles hier sur l'inflation, ce qui fait que la journée a été quand même explosive un peu partout. Donc les marchés tradis, comme les marchés crypto, ont bénéficié de cette bonne nouvelle. En même temps, c'est quand même la nouvelle qu'on attend depuis longtemps, c'est-à-dire que ça fait quand même 18 mois qu'on a une inflation qui, au niveau du corps, donc au niveau vraiment du sous-jacent de l'inflation, du cœur même de l'inflation, résiste à la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, c'est la nouvelle qu'on attendait en fait. C'est vraiment que l'inflation, entre guillemets, montre enfin des signes de faiblesse au niveau du corps, qui fait que on est rassuré en fait sur la politique qui a été menée depuis 18 mois par la Fed. Donc, d'une certaine manière, les gens sont un peu plus positifs pour 2025 et ça contrecarre un petit peu ce qui s'était passé pendant la dernière réunion de la Fed en décembre où Monsieur Powell avait montré quand même beaucoup plus de fermeté au niveau de sa politique monétaire et avait des prévisions qui étaient quand même moins encourageantes par rapport aux baisses de taux sur 2025. Donc là, les gens sont un peu en train de se dire, bon, bah, finalement, peut-être que l'inflation, elle va continuer à baisser en 2025 et qu'on aura une politique monétaire qui relâche un peu plus que ce à quoi on s'attendait après la réunion de décembre. Donc tout cela est quand même très bénéfique pour les actifs risqués. Donc ça implique que les taux obligataires vont baisser, que d'une certaine manière, les capitaux vont sortir des obligations pour revenir sur les marchés à risque, le dollar pourrait baisser. Enfin bref, c'est globalement, d'un point de vue macro, c'est positif et c'est favorable aux cryptos dans un timing qui est quand même vachement intéressant puisque lundi, on a Donald Trump qui rentre, qui prend son poste, qui prend ses fonctions. Et je pense que on en parlera peut-être tout à l'heure, Robin, mais il y a quand même des décrets qui sont attendus Day One. Donc, à voir si effectivement ça se concrétise ou non. Et tout cela pourrait être quand même assez bénéfique pour le marché ou négatif si les décrets qui sont attendus finalement ne voyaient pas le jour dans la semaine prochaine. Donc Ouais, voilà bah là, le. on a pas mal de news du côté des US, là, avec l'investiture prochaine et les changements qui vont arriver. Ouais. Mais ouais, on va Tu en veux qu'on en parler. parle maintenant ou je continue un peu sur la T? Non, vas-y, tu peux continuer un petit peu sur la T. Et je sais pas si tu as regardé, par curiosité, comment se comportaient les entrées sur les ETF. Moi, j'ai 755 millions hier d'inflow au total, avec un EBIT qui a été relativement tranquille, 31 millions. Effectivement, c'est du côté de Fidelity, 460 millions hier. Pas mal. Ok, effectivement, ouais, 460 millions. Ouais, BlackRock timide, hein. C'est quelques temps qu'ils sont un peu plus timides, BlackRock, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue que enfin, moi, je trouve pas que ce soit un super bon signal que BlackRock commence à être timide. En général, c'est pas mal mon indicateur pour voir l'orientation, l'orientation des instituts. Par contre, BlackRock, c'est sur ETH. Qu'ils ont pas mal de flux là. Pour Fidelity, 30 millions sur ETH et BlackRock, 20 millions pour un total sur la journée de 60 millions. C'est pas mal. Sachant qu'ils ont lancé quand même BlackRock, là, les ETF au Canada. À suivre ce que ça va donner en termes de volume. Est-ce que ça va être un peu pas un fail, mais un peu, enfin, ouais, si on peut appeler ça un fail, en tout cas, ça va être peu important comme ça a pu être le cas pour le moment, comme ça peut être le cas pour le moment pour les ETF à Hong Kong. Mais d'ailleurs, pour continuer un peu sur les ETF, tu avais fait
un petit bilan des ETF Ouais. Bitcoin Spot. Qu'est-ce qu'il faut retenir un an après le lancement? Bah, principalement, c'est que ça a eu un gros impact sur l'image que les gens et que l'institution, non, la finance traditionnelle et les institutions financières ont sur Bitcoin, parce que ça a amené beaucoup de volume, ça a crédibilisé aussi le BTC. Beaucoup de d'arguments ont aussi été débunkés, notamment par Larry Fink ou par des personnes qui promeuvent Bitcoin pour les ETF, pas que BlackRock. Donc globalement, c'est plus sur une crédibilisation du BTC et aussi le fait que bah, il ait fait un ATH soit allé chercher au-dessus des 100 000 dollars. Ça crédibilise pas mal. Et donc maintenant, on voit du Bitcoin, enfin une exposition au Bitcoin dans les portefeuilles d'institutions comme l'État du Michigan qui l'utilise pour ses pensions de retraite et aussi des grandes banques, deux des plus grandes banques des États-Unis comme Goldman Sachs et Morgan Stanley. Donc en fait, ça a fait passer clairement Bitcoin dans la cour des grands. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Hein. Et ça change rien pour Bitcoin en tant que tel, pour l'utilisation de Bitcoin que nous, individus, pouvons avoir. Par contre, à l'échelle de l'humanité et pour potentiellement une adoption plus large sur le long terme, ça a beaucoup de points positifs, même si ça a aussi des points négatifs parce que ça ouvre la porte à des dérives, à ci, à ça, à plusieurs choses. Globalement, je pense que l'impact sera positif sur le long terme. Alors, ce qui est intéressant au niveau de BTC, évidemment, et ce qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens, c'est la dominance. On en a également parlé la semaine dernière et je reste un peu ancré sur ma position de ce point pivot là, à 58% qui est hyper important. On voit que depuis quelques semaines, hein, on est en train de le travailler. Donc, on est mont- on l'a franchi en début de semaine. On a franchi en début de semaine et bah, vous l'avez tous vu. Hein, je pense que la pression sur les alts, elle s'est faite quand même de manière assez forte lundi, mardi. Et hier, on a réussi à renverser cette tendance et on est rebasculé en dessous dans cette polarité négative qu'on a envie de voir perdurer. Et évidemment, un bon signal, ça serait de franchir ce niveau-là à 56, 50 à peu près pour aller retester le support et éventuellement le break. Donc, à surveiller, hein, cette dominance Bitcoin, elle est toujours pas si mal orientée en faveur des alts. Néanmoins, sa bataille sévère et ce qui est intéressant de voir, c'est que la hausse du BTC qui s'est faite hier a quand même été bien suivie par les alts et même les alts ont profité un peu plus de ce rebond que le Bitcoin en lui-même. Donc, à surveiller. Aussi bien, on a eu ici des gens qui étaient bearish et ce qui a eu l'effet finalement contraire, puisque il y a eu des gros leviers qui se sont exercés en short. On pourrait avoir la même chose ici au niveau de cette résistance des 100 000 dollars. Encore une fois, des gens qui deviennent extrêmement bullish et qui du coup on voit des gros leviers et finalement bah, les dérivés font que on va chercher les liquidations plus bas et on corrige à nouveau bas. Perso, j'ai les yeux qui sont dans cette zone. Aujourd'hui, je serais quand même assez favorable si on doit corriger un repli sur la zone des 95 000, 96 000 dollars. Il y a énormément de résistance, enfin de support ici. Donc on pourrait très bien venir rechercher ce niveau-là. On resterait dans une belle orientation haussière. Mais bon, franchir plus bas, ça serait quand même pas génial parce que un premier échec à 100 000 dollars, un deuxième échec à 100 000 dollars, si on devait concrétiser à partir de ce niveau-là une baisse puissante et revenir chercher la clôture annuelle, on pourrait effectivement à nouveau franchir le bas de ce range et cette fois-ci s'y installer un peu plus longuement. Donc, à surveiller, pour moi, les 95 000 dollars ici, c'est un niveau clé. On ne doit pas les franchir si on veut continuer à reconstruire plus haut et s'installer au-dessus des 100 000 pour aller chercher les 104 et éventuellement l'ATH. Moi, Voilà. perso, je trouve ça assez bullish. Je suis assez content. On nettoie un peu tous ceux qui sont rentrés dans l'euphorie, qui pensaient devenir riches en quelques jours, quelques semaines. J'ai quelques indicateurs un peu de youtubeurs et de gens qui parlent pas du tout crypto et qui s'y remettent que quand c'est la tendance. Là, ils étaient tous bullish. Ils pensaient aller gagner des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Donc là, depuis quelques jours, je les vois beaucoup moins. Donc plutôt positif. Je pense que ça fait du bien. Ça permet de remettre les gens un peu en place, remettre les idées en place. Donc moi, je suis plutôt bullish. Et je vois que sur le sondage, on est plutôt bullish aussi, hein.
Ouais. 86% de gens qui pensent que c'est bullish. Après, on a L'autre un jour, je public. regardais je regardais les stats sur Spotify, enfin sur les plateformes de streaming, sur les podcasts, etc. qu'on fait. Et on est quasiment à un des plus bas historiques depuis 2020 sur le nombre d'écoutes et de temps d'attention, je crois, enfin de temps de rétention des écoutes. Donc je pense que ouais, c'est assez révélateur aussi qu'on est au début du cycle encore. La tendance weekly, elle est toujours quand même bien haussière, hein. On est sur quelque chose qui qui se construit à la hausse. Donc la clé de la sortie de ce range, c'est effectivement quand les gens seront suffisamment épuisés pour que finalement on n'ait pas des personnes qui s'excitent à la hausse ou à la baisse. Donc tant qu'on est en capacité sur des résistances d'aller envoyer du gros levier, on va pas aller plus haut, quoi. Donc, ouais. C'est une bonne nouvelle que les influenceurs ou que les gens qui de manière générale sont pas forcément dans les cryptos se calment un petit peu. On a cette moyenne mobile 20 là qui est en train de repartir à la hausse, donc on est plutôt pas trop mal orienté au sein du range. Néanmoins, si les gens s'excitent, on va repartir plus bas, hein. On va continuer à consolider jusqu'à ce que les gens soient suffisamment épuisés pour qu'on soit prêt à sortir. Il y a aussi la pression psychologique sur les holders, hein, qui compte. Il n'y a pas que ces poches de liquidité qu'on peut voir sur les différents outils. Et la bonne façon d'aller voir ça, c'est sur le prix réalisé qu'on voit on-chain. Et justement, j'étais en train de checker les prix réalisés. Et sur 140 jours, on est à 88 000 dollars en prix réalisé. Et sur Tu 6 peux mois, c'est expliquer juste ce plutôt que c'est? c'est les achats qui ont eu lieu. Et en gros, on calcule le coût de revient des holders de tokens par rapport à une certaine période de temps. Donc, on sait que les gens qui sont détenteurs de tokens depuis 140 jours, ils ont globalement un prix moyen d'achat à 88 000 dollars. Voilà. Donc, ça veut dire que si on passe sous ce niveau-là, on va mettre la pression sur ces gens qui deviendront négatifs, du coup, au niveau de leur balance. Et c'est à ce moment-là que les gens pourraient être incités à vendre, tu vois. Donc, la pression, elle se ferait sur ces gens-là et sur une majorité de détenteurs, puisque les détenteurs à 6 mois, c'est 86 000 dollars. Si on passe sous ces niveaux-là, on va avoir effectivement une grosse pression qui va être exercée psychologique sur les gens et on pourrait avoir à ce moment-là une capitulation un peu plus globale. Donc voilà, si on veut mettre la pression, comme Marius l'évoquait tout à l'heure, et je pense que c'est un scénario qui se tient tout à fait, il faudra quand même qu'on aille baisser sous 86 000 dollars et qu'éventuellement on s'y installe un petit peu ou qu'on fasse un peu peur pour que les gens soient incités à vendre en fait et qu'on puisse baisser un petit peu plus bas. Il y a des niveaux, hein, en dessous, hein, il y a 77 000 dollars, c'est un niveau qui est effectivement intéressant. On a des niveaux, donc c'est pas déconnant de se dire que on pourrait effectivement avoir une correction un peu plus significative qui s'installe.